Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne, canal 243 sur le bouquet Canal+. Vous nous regardez également sur la TNT du côté du Sénégal. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Facebook, sur Twitter, entre autres, avec Sola Media. Évidemment, l'émission à retrouver sur guinée514.com. Merci à vous tous à l'international. Amadou Sow à la réalisation. Au menu, je le disais tantôt, le cadre permanent du dialogue politique-social se met progressivement en place. Les acteurs sociaux et politiques donc ont appris comment, comme tout le monde évidemment, le week-end dernier, la nomination donc d'un secrétaire permanent. Les consultations n'ont pas encore démarré, mais les attentes sont nombreuses. Il le dit ce matin, Jacques Léwa-Luno. Il s'agit entre autres de la décrispation du climat politique, marqué donc par la détention d'un nombre important d'opposants et d'absence de discussion autour du processus électoral de 2018, jusqu'ici non achevé. Et sur le plan social, le gouvernement a annoncé des difficultés majeures pour l'ensemble de la population guinéenne. Il faut le rappeler, augmentation donc probable des prix des produits pétroliers, conséquence, dit-on, de la situation économique à internationale. Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité, qui n'est autre que M. Sia Kabari, président du Mouvement populaire démocratique de Guinée. Il sera avec nous évidemment dans un quart d'heure, mesdames et messieurs, sur Radio Espace Guinée. On va essayer de partir avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là évidemment sur le 657 39 13 13 avec ce premier message qui nous parvient évidemment. Bonjour les GG, la situation actuelle du football guinéen est décevante dans la mesure où vont les choses. Il faut forcément que le foot guinéen, aux techniciens du foot, donc Camara, le premier qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre évidemment qui nous écrit. Lui c'est qui exactement? Voilà, on va y aller avec cet autre. Bonjour Espace, moi c'est CC Jean-Louis Loa depuis Kouria. Cette histoire de Fegui Foot est devenue donc comme un caillou dans le soulier. Et si nous ne faisons pas attention à cette guerre d'intérêt, nous partons tous droit vers le mur. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi. Bonjour les GG, je pense que la commission d'éthique et le fameux Koïta sont aujourd'hui les seuls responsables des maux de la Fegui Foot. Lui c'est Mohamed Lamine Kourouma depuis Koya. Bonjour les GG, Dibril Massiré depuis Wankifon Carrefour. Je pense que la seule et l'unique solution pour mettre fin à tous ces imbroglios donc de la Fegui reste la mise en place d'un comité de normalisation. On reste avec cet autre aussi, lui c'est Seydou Bari depuis Tombolia. Tout ce théobohu donc au sommet du foot guinéen s'explique par cette immixtion de l'exécutif dans le processus électoral. Ceci à cette allure, la Guinée se dirige tout droit vers une crise qui sera ça risque donc par une bande de médiocres, comme le dit Ahmed Kourouma ce matin. Voilà, il contamine très vite les auditeurs. Ça, David Leno, merci à vous, ça. Je suis vraiment dans la désolation. En Guinée, la médiocrité apparaît dans tous les domaines. Voilà, on reste avec cet autre aussi qui nous écrit, lui c'est Diul de Fogo depuis Solo Primo. Cette guerre d'ego à la Fegui Foot n'arrange personne. Notre football ne mérite pas ça. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va se tourner maintenant sur l'autre plateforme évidemment, sur le hashtag Espace GG sur Twitter cette fois-ci, avec évidemment l'appui de notre ami Cabinet Condé de ce côté, Mahmoudou Condé. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à Mafata Sano, très nombreux du côté de la régie évidemment, qui font que vous nous regardez à la télévision évidemment. Merci à tous ces voyants techniciens de ce côté. Grâce à vous évidemment nous existons. Tidiane Boteyeba qui nous écrit: bonjour, avec ce feuilleton je pense que on se dirige vers une sanction de la Guinée par la FIFA. Merci Boteyé qui nous écrit du côté de Douala. Il nous regarde là de ce côté à la télévision. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. C'est Moussa Kani français, Condé qui nous écrit: bonjour les GG, la réponse aux bergères, donc du berger à la bergère de l'équipe d'Ora Aboubakar Koïta révèle combien l'atmosphère à la Fegui Foot est polluante et exécrable. Donc aucun respect des textes qui réagissent cet organe. On part de violation en violation. Voilà, merci beaucoup
Moussa Kani français, Condé qui nous écrit sur Twitter. Nous également sur Twitter qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe, cette réponse de Koïta est une déception. On reste avec Ousmane Noble également qui nous écrit: nous demandons humblement aux acteurs concernés de la Fegifoot d'enterrer leur hache de guerre. On reste avec Mohamed le politologue qui nous écrit également: la mine 7 Fegifoot est une honte nationale, c'est tout simplement une guéguerre nombriliste. Voilà. Avec Youssef Kaba également sur Twitter qui nous écrit: à la fin de ce feuilleton des acteurs de foot guinéens, à quand? Voilà, il pose la question. La fin de ce feuilleton, ceux qui en assistent maintenant n'honorent pas le sport roi, qui font semblant d'aider, évidemment. En réalité, il s'agit d'une course aux avantages personnels qu'ils en tireront évidemment. Le monde du sport est très malsain. Hashtag espace GG. On va rester dans le sillage avec Saint-Augustin Povogui également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, il n'y aura pas de suite à cette affaire de cocaïne parce que certains grands bonnets sont mouillés. Merci à mon frère Moïse d'avoir mené cette enquête. Quant à M. Kaba, c'était son rôle de savoir ce qui faisait donc ces jeunes qu'il a logés dans la villa. C'est évidemment un auditeur qui nous envoie ce message. Alpha qui nous écrit également sur Twitter: bonjour les GG, j'avais bien et bien dit cette affaire de saisie de cocaïne n'allait jamais aboutir puisque ceux qui sont censés de résoudre le problème sont impliqués jusqu'à la moelle épinière. En plus de 2 Colombiens évidemment se sont volatilisés. Voilà, 2 jours après leur arrestation. C'est Alpha évidemment qui nous envoie ce message. Voilà, hashtag espace GG. Continuez à réagir avec plaisir évidemment. Nous allons prendre en compte un peu plus tard vos messages. Mon cher Antoine, on continue évidemment à décrypter cette enquête de Daouda Mohamed Kamara et de Moussa Moïse Sila. Oui, la suite, on peut se dire, beaucoup d'auditeurs pensent déjà qu'il n'y aura jamais de suite. Oui, il n'y aura pas de suite, c'est normal parce qu'on nous y a habitués déjà. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un peu l'attitude des officiers au sein et de la police et de la gendarmerie. On a tous suivi cette sortie de Bafoué qui a tenu un propos qui a surpris plus d'un. Quand il dit, de toute son expérience de policier, jamais il n'a pu faire la différence entre la farine et la cocaïne. Quand même. C'est le directeur de la police. Qui est censé... Il faut prendre ça au second degré. Non, au second degré peut-être. Je suis désolé, mais non, mais Antoine, vous ne comprenez pas. Quand même. Il est inspecteur général. Je sais que... Tu dois quand même penser qu'il ne connaît pas la cocaïne. Attendez. Il va finir. Je sais que Bafoué est un homme intègre. Il va finir. L'intégrité de Bafoué... Avant de le lapider. On en doute. Pourquoi je vais le lapider? Attendez que je finisse. Allez-y. Faites attention à la mine. Bien. Allez-y Antoine. L'intégrité du général Bafoué, on n'en doute point. On sait que Bafoué, c'est un homme humain et tout cela, mais sur le plan professionnel, les propos qu'on ne tient pas, surtout à la presse. Vous ne pouvez pas, en tant que policier qui a des dizaines d'années d'expérience, nous dire à nous citoyens que vous ne connaissez pas la différence entre la farine et la cocaïne. À mon avis, c'est une faute professionnelle. Cette communication ne se devait, attendez que je finisse, ne se devait pas. À ce stade de la situation, il aurait pu trouver autre chose à dire pour soulager ceux-là qui suivent cette enquête-là. Mais dire clairement. Dire clairement. C'était une façon pour de s'innocenter. Il a voulu faire comprendre aux gens qu'il n'a rien à y avoir. C'est bien. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire en fait. Il voulait certes le dire, mais qu'ils ne nous disent pas à nous citoyens qu'ils ne connaissent pas la cocaïne. Je suis d'accord avec toi. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il est censé la connaître. Il est censé connaître. Vas-y Antoine. Il est censé connaître qu'est-ce qu'une cocaïne. Parce qu'au cas... Attendez. Au cas où... Tu connais la cocaïne? Allez-y. Tu ne connais pas. Mais elle m'interrompt. Après on parle de galanterie derrière. Je me dis que Bafoué, cette communication, il était passé à côté. On a tous suivi ces prises de bec, ces sortes d'incohérences entre lui et Fabou. Ce jour-là, Fabou n'était pas censé prendre la parole. Il l'a fait tout de même parce qu'il, dans ses propos, on a senti qu'il s'est senti lynché, jeté en pâture par ses amis. C'est ma lecture de la situation. J'ai eu comme l'impression que Fabou s'est vu jeté en pâture et il a voulu se défendre. Dans cette histoire,
nul n'est à l'abri d'une quelconque accusation. Parce que ce qui s'est passé là, jamais de mon expérience de jeune journaliste, jamais je n'ai appris qu'il y avait autant d'officiers impliqués dans une affaire de cocaïne. Peut-être ça peut se faire officieusement, mais officiellement, jamais. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont en détention, c'est qu'il y a une première. La question qu'on se pose, c'est jusqu'où cette histoire va aller. Est-ce que les noms des gros bonnets cités qui jusque-là ne sont pas inquiétés vont l'être? Le coup de téléphone passé à l'hôtel par un certain Rocadre, je crois que c'est un ministre ou ce qui, j'espère qu'on saura un jour qui a passé ce coup de fil là. C'est important qu'on le sache. Bien, Antoine Kourouma, évidemment. Allez, vous allez commencer à lapider. Ouais, on va commencer à le lapider là. Vas-y. Non, mais c'est la première fois que je vois un Kourouma manquer d'humour à ce point. À ce point. Bon, et quand Bafoué dit je ne fais pas la différence. Tu n'es pas le porte-parole de la police, à ce que je sache. Non, mais d'abord, excuse-moi, je défends l'institution policière. Voilà. Bien. Je suis un citoyen, un bon citoyen qui défend l'institution policière. Eh ben. Alors, si tu veux me le reprocher, vas-y, mais j'assume. Je défends l'institution policière. Lorsqu'elle déconne, je le dis, mais lorsqu'elle fait des bonnes choses, la police est utile dans la vie, je le dis. Bon, bref, cela étant, lorsque Bafoué dit, ça s'appelle, mon cher Antoine, ça s'appelle une boutade. C'est-à-dire qu'il fait de l'humour sur un sujet effectivement qui est grave, mais il fait de l'humour. Laisse-moi finir. Alors, on t'a laissé parler. Pour essayer de faire. Laisse-le finir, s'il te plaît. Pour dire, bon, je ne sais pas faire la différence entre la farine et la cocaïne. Ça m'a fait mourir de rire. Ça s'appelle avoir de l'humour. Et Bafoué en a. Maintenant, je te dis une chose. Moi, je connais la différence entre la cocaïne et la farine. Bien sûr. Mais le président Barack Obama lui-même a avoué dans sa biographie avoir touché parfois à des substances illicites. Ça ne l'a pas empêché d'être l'un des plus grands dirigeants de ce monde. Donc il faut arrêter avec cette mise au banc des gens qui... c'est son droit, tu ne peux pas l'enlever ça. Non, mais attends, Antoine pense comme 80% des Guinéens, je suis désolé. Mais heureusement que moi je pense pas comme 80% des Guinéens, tu vois. Je fais partie des 20% restants qui sont à peu près lucides sur certaines choses. Bien. Ok. Bon. Mais arrêtez, non, mais je finis. Mais c'est quoi cette histoire? Parce que ça nous énerve en fait. Non, on n'a pas fini. Ça nous énerve. En fait, je fais partie des 20% qui sont à peu près lucides. Bon, moi je connais la différence entre la cocaïne, le joint, etc. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas. Non, mais c'est la vérité. C'est quoi votre problème? Moi, je suis pas hypocrite. T'as déjà consommé de la cocaïne? Oui, j'en ai consommé. Oui, quand j'étais. Tu sais quoi? Quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, j'étais étudiant. Il m'est arrivé dans des soirées de voir une. J'ai pas dit que j'ai consommé. De voir des rails. Attendez. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir un peu plus tard. Je me ferai plaisir évidemment de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Le hashtag Espace GG, le cadre permanent de dialogue, on en parle encore ce matin, se met progressivement en place. Les acteurs sociaux et politiques donc ont appris, comme tout le monde, le week-end dernier, la nomination d'un secrétaire permanent. Les consultations n'ont pas encore démarré, mais les attentes sont nombreuses. Je le disais tantôt, il s'agit entre autres de la décrispation du climat politique marqué par la détention d'un nombre important d'opposants et l'absence de discussion autour du processus électoral de 2018, jusqu'ici non achevé. Et sur le plan social, justement, le gouvernement a annoncé des difficultés majeures pour l'ensemble de la population. Augmentation probable du prix des produits pétroliers, conséquence, dit-on, la situation économique à l'international, des denrées alimentaires difficiles d'accès pour les compatriotes à un revenu faible. Commentaire ce matin de Sia Kabari, président du mouvement populaire démocratique de Guinée, lui qui est parti du Parlement, dont il réclamait donc la dissolution, donnera également son avis sur le vote favorable de ces institutions qu'a accordé donc à la politique générale du gouvernement. On en parle ce matin dans cette émission. Cette enquête de Diba Milimono, on part au port autonome de Conakry, mon Diba, gestion donc opaque de 8% accordés à la DG. Oui, tout à fait. On parle de la direction du port autonome de Conakry qui n'a pas été concédée dans l'accord de scission entre Al-Bayrak et l'État guinéen. Alors, la direction du port autonome de Conakry qui est dirigée par Mme Aïssata Haribo, vous vous souvenez de cette histoire après cette concession. Tu as signé, j'ai cacheté entre Mme Awa Keïta qui avait défrayé la chronique à l'époque. Et donc depuis, Mme Aïssata a repris la tête de la direction du port autonome de Conakry. Et ensuite, dans la convention de 2018 entre l'État guinéen et Al-Bayrak, par rapport à la concession du port conventionnel de Conakry, vous savez, il y a le port à terminal qui est géré par Bolloré, le
port conventionnel qui est géré par Albarak à travers sa filiale Alport. Oui. Donc dans la convention, normalement, Alport devait reverser les 8% des recettes, disons, douanières à la direction du port autonome de Conakry. Oui. Alors ces 8% allaient permettre d'abord à la direction d'entretenir le personnel non concédé et ensuite de faire face à certaines activités de la direction du port autonome. Pour comprendre un peu la situation, il faut revenir en 2018. Vous savez, en 2018, l'État guinéen avait constaté que le port conventionnel de Conakry devait être modernisé et étendu. Oui. Donc l'extension devait se faire. Comparé au port d'Abidjan qui fait 21 millions de tonnes par an, le port de Dakar fait 16 millions de tonnes par an, Oui. le port de Lomé fait 15 millions de tonnes par an, et le port conventionnel de Conakry faisait 9 millions de tonnes par an. Donc la capacité n'était pas là et les grands bateaux n'arrivaient plus à accoster. Ouais. Donc ils étaient obligés de se mettre en rase, attendre que les autres bateaux puissent quitter. Donc face à cela, l'État a dit qu'il y avait une urgence d'aller vers la modernisation et l'extension du port conventionnel. C'est ainsi qu'ils ont donné le marché Albarak. À l'époque, c'était un marché de gré à gré qui avait provoqué la colère des travailleurs à l'époque, le Docker, le syndicat, qui avait dit mais le port, c'est un patrimoine national. On ne peut pas donner le port à une société sans que cela ne se passe par un appel d'offres. Donc il y a eu l'argument du ministre à l'époque des Transports, Aboubakar Silla, qui disait non, on n'a pas fait d'appel d'offres parce qu'il y avait l'urgence qui était là. Et vous savez, lorsqu'il y a l'urgence, on peut détourner le principe des marchés publics et donner le marché à une société. Et l'autre aspect aussi, c'était la question sécuritaire. Ils avaient dit, compte tenu de la position stratégique du port de Conakry et le matériel militaire qui s'y trouve, on ne pouvait pas quand même faire un appel d'offres, ouvrir cela à des sociétés étrangères. On pouvait exposer le pays. Donc c'était pas possible. Alors que le syndicat avait demandé à Alpha Condé à l'époque de faire un projet de loi, envoyer à l'Assemblée nationale, étudier les contenus de la convention au bénéfice des travailleurs du port autonome de Conakry, mais aussi du pays. Ça n'a pas été fait. La convention a été scellée et sur les 25 ans, c'est une convention de 25 ans, sur les 25 ans, Albarak, à travers Alport, doit investir disons 300 millions comme recettes douanières qui doivent revenir au pays. Sur les 25 ans, 300 millions à raison de 13 millions par an. Et alors que sous la direction du port autonome, c'était 4 500 000 par an. Donc ce qui est minime. Donc il fallait aller de l'avant. Et l'autre aspect aussi, c'est 500 millions d'investissements, comme enveloppe globale, extension. 500 millions de dollars. De dollars de la part d'Albarak en termes d'investissement. Donc en termes de modernisation, d'extension du port, pour permettre un peu de revaloriser la recette douanière, et également de permettre aux gros bateaux d'accoster. Donc c'était une action quand même qui a été saluée par beaucoup. Et après, sur les 500 millions comme enveloppe globale, 200 millions investis sur les 2 premières années. C'était la condition. Et ensuite, Albarak devait payer un ticket d'entrée de 15 millions de dollars aux autorités guinéennes comme ticket d'entrée pour une question de garantie. Pour voir est-ce que la société a la capacité de le faire. Financière. Et en même temps, des questions étaient posées sur sa compétence. Est-ce que Albarak a géré un port par le passé? Effectivement, oui. Le port, par exemple, de Mogadiscio, en Somalie, est géré par Albarak. Donc, ils sont venus en Guinée, ils ont eu la convention. Et finalement, il y a eu une grève à l'époque. Il y a eu la révocation à l'époque du responsable des ressources humaines, celui de la section, disons, portuaire. Et aujourd'hui, beaucoup a coulé sous le pont. Dans la convention, puisque la gestion à l'époque appartenait à la direction du port autonome de Conakry, en termes de recettes fiscales, en termes de gestion, maintenant qu'il y a une nouvelle convention, donc la mission de la direction a été réduite. Simplement une mission de contrôle et de surveillance. C'est pourquoi il y a un commandant qui est chargé de la sécurité portuaire. Donc, si les missions changent, ça veut dire que les effectifs doivent être revus à la baisse. Donc il y a eu au moins une partie des travailleurs qui devaient être reversés dans le portefeuille de Alport. Parce que dans la convention, il s'était engagé que 80% du personnel devait être un personnel guinéen pour garantir l'emploi parce que beaucoup s'inquiétaient pour la suite des choses. Maintenant, puisque le port a une simple mission de contrôle, donc il y a une réduction drastique du personnel, la redéfinition de la mission. Sauf que dans la convention, maintenant, il est dit vous allez reverser les 8% de ce que vous gagnez à la direction du port autonome de Conakry. Donc ces 8%-là, est-ce que Mme Haribo, on l'accuse aujourd'hui d'avoir une même base de ces 8% et de faire une gestion, disons, chaotique de ces mannes financières. D'abord, premièrement, il y a aujourd'hui des travailleurs au niveau du port autonome de Conakry qui devaient aller à la retraite. Vous avez par exemple, normalement, le commandant du port devrait aller à la retraite. Vous avez le directeur de l'audit interne qui devait aussi faire valoir son droit à la retraite. Vous avez le directeur des études économiques et planification. Vous avez le directeur de la sécurité portuaire, pour ne citer que ceux-ci. Ils sont en place. Normalement, ils devaient céder la place aux jeunes qui sont au port. Parce que l'argument qui est utilisé aujourd'hui par madame, c'est de dire non, les jeunes n'ont pas d'expérience, on ne peut pas les donner la mission. Alors que les autres
normalement devaient être à la retraite. Ils sont toujours sur place, ils n'ont pas bougé. Et cette manne financière qui est en train de rentrer, on les accuse de se partager cet argent-là au détriment d'une bonne partie des travailleurs du port autonome de Conakry qui tirent le diable par la queue. Et plus loin, l'autre problème, c'est la sédentarisation. Vous avez par exemple le responsable financier du port aujourd'hui, qui a pratiquement 15 ans d'activité à un même poste. Depuis 15 ans, il a un même poste, il n'a pas bougé. Vous avez le responsable du service carburant, depuis près de 12 ans aussi, qui est au même poste, qui n'a pas bougé. Donc cette sédentarisation aussi ne facilite pas le travail. L'autre aspect, c'est par rapport un peu à la corruption. L'autre aspect, c'est par rapport un peu à la taille du personnel. En 2 ans de gestion, Mme Hawa Keita, qui était à l'époque directrice du port autonome de Conakry, avait recruté que 5 personnes. En 2 ans de gestion, on accuse Mme Haribo de recruter 50 personnes. Et que ces personnes seraient des proches de sa famille, font partie de la famille, au détriment de cette jeunesse qui est là depuis quelques années, qui a les compétences, qui peut faire face aux choses. L'autre point aussi qu'ils ont soulevé, c'est que c'est par rapport un peu au Daré pendant le Ramadan. Avec Mamadouba Sanko, lorsqu'il y avait le Ramadan, les travailleurs avaient droit à un sac de riz, un bidon d'huile de 20 litres, à un sac de c'est des subventions en fait. Aujourd'hui, le 13e mois entre autres. Justement, depuis l'arrivée de Mme Aïssata Haribo, selon les informations, il n'y a pas de daré à l'occasion du Ramadan, malgré qu'il y a un reversement de 8%, il y a quand même une somme colossale. Et pour aller rapidement, l'autre point, c'est un peu par rapport à l'ancien directeur de la sécurité portuaire qui est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Nous apprenons que ce dernier, malgré qu'il soit à l'Assemblée, continue à percevoir son salaire au compte de la direction du port autonome de Conakry. Le monsieur de l'UFR? Voilà. Hein? C'est lui, Moussa? Ah, c'est pas Touré. Voilà. Mais c'est bien, tu peux parler dans le micro. Hein? Voilà. Donc, lui, il continue à percevoir son salaire avec les traitements. Donc, de qui s'agit-il? Oui, c'est Diop. On parle de Diop. Alors, et le monsieur, aujourd'hui, il y a une cité du port autonome de Conakry. Aujourd'hui, il y a une cité au niveau du port autonome de Conakry pour les travailleurs. Dans cette cité, nous apprenons que c'est toujours ces mêmes directeurs normalement qui devraient faire valoir leurs droits à la retraite, qui sont logés au détriment de cette bonne partie des travailleurs. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la gestion de cette manne financière au port autonome de Conakry. Il faudrait que le chef de l'État, qui quand même avait jeté son dévolu sur madame, compte tenu de son parcours au port autonome de Conakry, pour pouvoir gérer. Lorsqu'on délègue le pouvoir, il faudrait que les fonctionnaires aussi l'assument et que ces 8% qui sont donnés par Alport, qui jouent quand même son rôle, parce que c'est ce qui est dit dans la convention, il faudrait que cet argent-là, qu'on puisse d'abord faire ceux qui doivent aller à la retraite, qui puissent aller à la retraite. Le chef de l'État a dit, on a mis une commission en place pour faire un travail. C'est l'occasion de s'intéresser au port autonome de Conakry, parce qu'à ce niveau, il y a une sédentarisation qui ne dit pas son nom. Il y a aussi des fonctionnaires normalement qui devaient partir pour donner la chance aux jeunes d'être là, sans compter que les 8% aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation salariale, malgré que Al-Bayrak a annoncé une augmentation pour ses travailleurs. Et si c'est fait, ça veut dire que le port aussi devrait s'inscrire dans la même dynamique. Mais nous apprenons que cela n'est pas fait. Malgré qu'ils ont demandé une augmentation de 30 à 50%, il n'y a pas d'augmentation salariale. Les gens travaillent dans un dénouement total au port autonome de Conakry. Voilà, enquête à suivre évidemment avec Diba Milimono. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs. Dans un instant, notre invité ce matin qui va s'installer, qui n'est autre que, évidemment, Monsieur Sia Kabari, président du parti MPDG. Donc, il sera avec nous dans un instant. Je le disais tantôt à l'entame, le cadre permanent du dialogue politique et social se met progressivement en place. Les acteurs sociaux et politiques donc, ont appris, comme tout le monde, le week-end dernier, la nomination d'un secrétaire permanent. Les consultations n'ont pas encore démarré, mais les attentes sont nombreuses. Il s'agit, entre autres, évidemment, de la décrispation des climats politiques marqués par la détention d'un nombre important d'opposants et l'absence de discussion autour du processus électoral de 2018, jusqu'ici non achevé. Sur le plan social, justement, le gouvernement a annoncé des difficultés majeures pour l'ensemble de la population. L'augmentation, entre autres, vous le savez très bien, des prix des produits pétroliers,
conséquence, dit-on, de la situation économique à l'international, des denrées alimentaires difficiles d'accès pour les compatriotes à un niveau faible. Commentaire ce matin, évidemment, de M. Siaka Barry, président du mouvement populaire démocratique de Guinée, qui lui-même, il est parti de l'Assemblée nationale, vous le savez très bien, donc il réclamait la dissolution, donnera également son avis sur le vote favorable de cette institution accordée donc à la politique générale du gouvernement. On en parle avec notre invité, il est avec nous dans ce studio, M. Siaka Barry, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bonjour à vous. Bienvenue dans cette émission Les GG. Merci. Alors, monsieur Barry, merci donc d'être parmi nous avec le chapeau rouge traditionnel, le bonnet rouge. Cela signifie que la révolution se porte encore bien en vous. Oui, ce n'est pas traditionnel, c'est rituel même. Rituel. Okay. Un chapeau rouge, à ce point. Le bonnet rouge est devenu maintenant chez nous un rituel. Ouais. C'est un rituel révolutionnaire. Le rouge, c'est la couleur de la révolution internationale, mondiale. Et le bonnet, c'est en souvenir du président Ahmed Sékou Touré, à qui nous tenons à rendre hommage en tant que grand panafricaniste. Au XXIe siècle, vous faites une révolution contre qui? Contre quoi? Contre la misère, contre la pauvreté, contre l'inéquité, contre l'injustice, contre surtout le bradage des ressources et contre la concussion et la corruption. D'accord. Vous avez... Juste sur le 25 mai, avant-hier, avant d'entamer sur le contenu de l'ordre du jour, le 25 mai d'avant-hier, l'Afrique célébrait ses 58 ans. Je veux parler de l'OUA, qui est devenu finalement UA. Dites-nous dans quel contexte vous avez célébré cet événement. On vous a eu comme invité du journal et vous avez affirmé des choses. On vous a posé la question sur Alpha Condé, qui en 2017, lorsqu'il était président de l'UA, a dit qu'il fallait couper le cordon ombilical. Vous disiez qu'il faut pas être panafricaniste de circonstances ou d'opportunisme. Oui, cette expression, je vais la comprendre. Oui, j'ai eu à tenir cette expression. J'ai dit que je ne souhaite pas que le président Alpha Condé, mon père spirituel encore entre griffes, ne soit pas un panafricaniste circonstanciel ni opportuniste. J'aurais souhaité qu'il soit le panafricaniste qu'il nous a vendu. Parce que vous pensez qu'il l'est? Oui, il a été panafricaniste. Non, on peut pas. Est-ce qu'il est toujours? Aujourd'hui, il est en train de le prôner de façon circonstancielle. C'est ce que nous avons dit. Ok. Les grandes gars. Son discours de la Côte d'Ivoire, où il a prôné la rupture du cordon ombilical, est un très beau discours. Sauf derrière, en filigrane, que certains ont entrevu une volonté de s'affranchir de la tutelle de la France pour un tripatouillage constitutionnel. C'est ce que j'ai dit. Je veux que le panafricaniste soit sincère, qu'il soit franc, que le panafricaniste reste constant comme Ahmed Sékou Touré, reste constant comme Kwame Nkrumah, reste constant comme Gamal Abdel Nasser. Voilà ce que je veux. Et je veux que le président Alpha Condé revienne à ses fondamentaux. Ses fondamentaux de l'Alpha Condé de 1970, ses fondamentaux de l'Alpha Condé des années 90. Et vous dites qu'il fait la promotion. Alpha Condé qui soit là à un moment donné en train de faire la promotion des multinationales impérialistes. Justement. Je pense entre-temps à Bolloré. Et de l'autre côté, en train de prêcher la rupture avec la métropole française. Et justement, il a dit même dans le même discours, il dit que si toutefois on ne suit pas cette ligne directrice de nos pères fondateurs, il faudrait que la jeunesse africaine nous y oblige. Pour nous amener à respecter un peu cette intégration. Non seulement autrement une révolution. Justement, ça c'est très intéressant. Je pense que mon père spirituel, le président Alpha Condé, voulait dire par là, ne regardez pas ce que je fais, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Bien. Et donc moi je demande à la jeunesse guinéenne d'écouter donc les bonnes prêches. Quand ils prêchent le bon, allons dans ce sens-là. La bonne prêche dans le sens du panafricanisme que le président Alpha Condé est en train de nous donner. Pas plus tard qu'hier, je l'ai entendu encore prêcher. Et je souhaite que cette prêche-là ne soit pas faite dans le désert. Bien. Voilà. Bien. Siaka Barry est notre invité ce matin. On va parler de la Fegifoot. Parce qu'il a été ministre des Sports. C'est important, mon cher Ahmed Nkrumah, parce qu'avec tout ce qui se passe là, de ce côté, du côté de la Fédération guinéenne de football, est-ce prévisible, monsieur Siaka Barry, vous qui avez été ministre quand même des Sports? Oui, c'était prévisible. Ah ouais? Ce qui se passe était prévisible. Si ce n'était pas prévisible, ça me tirait la couverture sur moi-même. Je n'allais pas installer le comité de normalisation en 2017. C'est moi qui l'ai installé. Il faut que le Guinéen quand même fasse recours à sa mémoire. En 2017, c'est moi qui ai procédé à la dissolution
de la fédération qui était là, avec à sa tête Salifou Super V. C'est moi qui ai demandé au président de la République de me donner le quitus de faire appel aux instances fêtières du football international, la CAF et la FIFA en l'occurrence. Et c'est moi qui ai demandé aux experts de ces instances de venir nous aider dans le toilettage des textes. Et les experts sont venus, ils ont travaillé avec mes techniciens, nous avons abouti à des textes bien toilettés. Maintenant, nous avons mis en place un comité de normalisation dirigé à l'époque par un duo, un certain M. Nabé et Tam Kamara que vous connaissez, que j'ai eu à coacher en tant que ministre des Sports. Maintenant, c'est parce que nous voyons en amont ce qui allait se passer aujourd'hui en aval. Malheureusement, tout ce travail-là, puisque la Guinée c'est un perpétuel recommencement, a été mis à l'eau à cause de la clanisation à outrance du football guinéen. Entre-temps, d'ailleurs, à l'époque de 2 clans, aujourd'hui on se retrouve avec plusieurs clans et chaque clan ayant des ramifications. Si hier on parlait du clan de Antonio Soiré et du clan de Super V, cette année on entend Antonio Soiré, on entend Super V, on entend KPC, on entend Bouba Sampil. Il y a eu encore d'autres ramifications. C'est ce que la clanisation apporte dans toutes les institutions. Vous en saviez trop dans cette histoire-là. Bien sûr, pour avoir été la politique, oui justement. Est-ce que la politique a sa place dans le sport? Justement, la politique n'a pas sa place. En 2017, j'avais demandé au président Alpha Condé, lorsqu'il m'a fait appel en tant que ministre des Sports, en compagnie donc de mon grand frère Kassori, que je respecte beaucoup, Super V, Antonio Soiré, il nous a appelé pour un tête-à-tête un peu confidentiel à Sékou Touréa. Confidentiel? Oui, un peu confidentiel parce que c'était informel, c'est le président de la République. De façon formelle, une nation, un État ne peut pas s'immiscer dans les affaires intérieures du football. Normalement. Maintenant, quand il nous a appelé, après, en fait, à la sortie de cet entretien, il vous a appelé, c'était quoi le but exactement? J'ai dit au président de la République. Non, mais c'est important pour l'histoire, s'il vous plaît, M. Siakabari. C'était quoi le contenu de cette rencontre? La démarche du président n'est pas une mauvaise démarche. Je vous le dis encore une fois. Je pense qu'il pêche le plus souvent par méconnaissance des textes qui régissent le football. La démarche du président, comme il l'avait dit ce jour-là, était une démarche fraternelle. Il a dit qu'en tant que grand frère, il voulait laver le linge sale entre des frères qui étaient ce jour-là à couteau tiré. Je vais parler d'Antonio Soiré et de Super V. Il m'a appelé en tant que ministre de tutelle pour que je sois témoin de cette rencontre, de cette conciliation, et pour que Kassori, en tant que Camille, aux deux parties, soient témoins. Je lui ai dit, monsieur le président de la République, vous avez une intention noble, vous avez une intention très salutaire. Mais malheureusement, si vous n'y prenez pas garde, cette bonne intention risque de vous éclater à la figure. Parce que les instances telles que la FIFA et la CAF ne verront pas votre bonne intention. Finalement, ils interpréteront cela comme étant une volonté d'immixtion dans les affaires du football. Et c'est à cela que j'ai parlé en tant que ministre. Parce que le rôle d'un ministre, c'est de servir de fusible. De fusible. Mais au-delà même du fusible, c'est de servir de protection. Les grandes gueules. Son chef hiérarchique, qui est le président de la République. J'ai voulu le protéger pour ne pas qu'il tombe dans ce genre d'erreur. Et le président... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui donc que c'est l'actuel ministre Bantamasso qui a échoué? J'en viens. Le président m'a fait confiance. Ceux qui disent bon, le président Alpha Condé il n'écoute pas, etc. Bon. Bref, en tout cas, il m'a fait confiance. Et j'ai pris mon destin en main. J'ai fait appel aux instances fêtières qui sont venues eux-mêmes travailler avec nous sur les textes, procéder à la mise en place d'un comité de normalisation. Et ce comité de normalisation a abouti à des élections transparentes, crédibles et acceptées de tous. Et je pense que la FIFA ne peut pas se retourner dans ce cas. La CAF ne peut pas se retourner pour dire nous ne sommes pas informés puisqu'ils ont été partie prenante au processus. C'était un processus inclusif qui incluait aussi toutes les autres instances du football guinéen. Mais malheureusement, cette fois-ci, tel n'a pas été le cas. Cette fois-ci, la réunion s'est tenue à Sékou Touré. Mais c'est important, attendez. La FIFA n'a jamais prétendu... Non, mais j'ai compris, mais la FIFA n'a jamais prétendu ne pas être informée. Non, c'est un point important. Ce que je suis en train de dire, que la FIFA soit informée ou pas, le malheur est que la FIFA a eu le sentiment, et ça transparaît dans son courrier, qu'il y a une forme d'immixtion du politique qui est en train de s'inviter dans le débat. À juste titre, puisque c'était justement. Et c'est là où j'ai eu à prévenir le président de la République pour ne pas qu'il tombe dans ces pièges. Malheureusement, le président aujourd'hui, il y a eu quand même une première rencontre à Sékou Touré. Il y a eu une deuxième rencontre. Vers la fin,
c'était à peine si le siège de la FECIFOOT n'était pas en train de transférer à Sécurité. Et c'est ce qui était grave en fait. Et c'était là, au vu aussi de tout le monde, personne ne prévenait le président de la République pour lui dire, monsieur le président de la République, vous êtes à côté de la plaque. Et pourtant, il est un ministre. Et pourtant, il est un ministre. Non, mais Pétisson occupe autre chose. Après, sur la question de Mafoudia, est-ce que vous pensez qu'il a manqué de tact, de réactivité, ou il a démissionné même le ministre des Sports? Bantamasso. J'ai dit chez vos confrères que le ministre Bantamasso, je manque de visibilité et de lisibilité le concernant. Je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas ce qu'il fait. Très honnêtement. Il n'y a aucune communication, je ne le vois pas. Je le vois beaucoup plus sur les arènes politiques, mais je ne le vois pas beaucoup sur les arènes beaucoup le pensaient très proche de KPC dans tout ce qui est en train de se passer. Qu'il soit proche de KPC, c'est très mauvais pour lui. Il ne faut pas. Moi, j'ai géré une crise qui est beaucoup plus grave que la crise actuelle. Oui. La crise de 2017, il ne faut pas que le Guinéen ait la mémoire courte. Elle était beaucoup plus profonde et plus grave. Parce que là, nous avions deux acteurs qui étaient à couteau tiré. Et nous sommes allés jusqu'à mettre une fédération à terre. Dissoudre une fédération. Mais on ne dissout pas généralement une fédération sans que le pays ne soit sanctionné par la FIFA. Nous avons eu à le faire avec des tacts. Parce que tout s'est fait avec tact et diplomatie. Gérer la FIFA, gérer la CAF, c'est aussi de la diplomatie. Mais malheureusement, cette fois-ci, on a manqué de tact, on a manqué de diplomatie. Nous sommes là et tenez-vous bien, les conséquences c'est quoi? Si la Guinée s'est fait chipper par les instances de football, ça va réjaillir même sur notre capacité à organiser la CAN 2025. C'est ce qui est au bout du rouleau. On va parler politique cette fois-ci, hein, Moussa. On se rappelle, le week-end dernier, il y a eu cette nomination, évidemment. Fodé Bangoura, ça vous parle ou pas du tout, M. Siakabari? D'abord, le cadre permanent de dialogue. Le cadre. Vous trouvez comment ce décret pris par le chef de l'État? Est-ce que vous pouvez dire que votre père spirituel est en train de venir à de meilleurs sentiments et qu'il comprend la nécessité enfin d'un dialogue inclusif? Un réveil. Si le réveil n'est pas tardif. Mon problème n'est pas dans le dialogue. Mon problème est dans les prédispositions que les acteurs ont avant le dialogue. Parmi ces prédispositions, il y a la sincérité et la franchise. Moi, tout mon problème est là. Rien ne sert. On a beaucoup dialogué dans ce pays, il ne faut pas qu'on l'oublie. Les deux derniers accords que nous avons eus à travers le dialogue, ce sont les accords de 2017, si je ne m'abuse, et les accords de 2015. En 2017, on se souvient, je crois que c'était le 12 octobre, les accords du 12 octobre 2017, on l'a vu ici. Et on a vu les accords de 2015, je crois que c'était en août, les accords du 20 août 2015. Donc des accords, il y en a eu. Il y en a eu. Les accords de 2016, je veux dire, les accords d'octobre 2016 ont abouti à la promulgation du code électoral du 24 février 2017. Mais il y a une constante qui revient chaque fois dans les accords. Il faudrait qu'on analyse. Je prends les deux derniers accords. L'accord d'août 2015, l'accord d'octobre 2017. Les constantes, c'est quoi? C'est d'abord les questions relatives aux élections. On ne parle que d'élections dans ce pays. On parle très peu de développement. On parle très peu des questions sociétales. On parle très peu des questions économiques. On parle très peu des questions sociales. Dans ces accords, il y avait 5 revendications principales. La première revendication, c'était le fichier électoral. La deuxième revendication, c'était l'organe qui devait organiser les élections, en l'occurrence la CENI. La troisième revendication, c'était la Haute Cour de justice. La quatrième revendication, c'était l'indemnisation des victimes. Et la cinquième revendication, c'était la libération des détenus politiques. Mais si vous prenez les 5 revendications de l'opposition, vous allez trouver que parmi les 5, il n'y a peut-être qu'une seule revendication qui a trait au changement institutionnel, c'est-à-dire la revendication sur la Haute Cour de justice. La CENI, c'est une question électorale. Ça, aujourd'hui, c'est pas mis en place. C'est pas mis en place. J'en viens. Le fichier électoral, c'est une question électorale. La CENI, c'est une question électorale. Les manifestants, l'indemnisation. Les manifestations ont été faites pourquoi? Les manifestants étaient sortis pourquoi? Est-ce que c'était pour la cherté de vie ou bien est-ce que c'était pour des questions électorales? Je répondrais que c'était pour des questions électorales. Les libérations, c'est pour des questions électorales. Donc, question électorale 4 sur les 5, grandes gueules. c'est que nous avons un pays qui ne veut parler et qui ne veut agir qu'en termes d'élection. Oui, mais, c'est très grave. C'est bien de fustiger tout ça, je suis d'accord avec vous. Moi, quand j'étais dans la politique, j'ai fait partie de ceux dans l'opposition qui ont dit à un moment donné, il faut que l'opposition prenne des revendications sociales. Je suis d'accord avec vous, là c'est le révolutionnaire qui s'exprime. Mais justement, parlons d'économie. Dans un monde libéral,
Est-ce que vous ne trouvez pas fort de café que de vouloir vous accrocher à une doctrine que seule, attendez, laissez-moi finir, mon cher Siaka, que seule la Corée du Nord défend aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, on va parler d'économie. Est-ce que vous trouvez normal pour un communiste comme vous que dans notre pays, il y ait des richesses, comment j'ai appelé ça? Attendez 2 secondes, je reprends ma question parce que je l'avais notée. Et bien sûr. Hein, je vais la reprendre. Oui, non, mais je la reprends. Dans les termes tels que... qu'il y ait des riches possédants, d'accord, ce qu'on appelle les riches possédants, et les riches au détriment des riches salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de riches issus de l'administration guinéenne que de riches issus du monde privé salarial. Est-ce que ça, c'est normal? Bon, Ahmed, je ne voudrais pas qu'on fasse un glissement. Je vais non, mais on va le faire, Je vais terminer avec le dialogue politique. Justement. La question... Vous étiez en train de dire que sur les 5.4... Donc, je disais que je constate avec amertume qu'on parle assez d'élections dans notre pays, qu'on ne parle pas de développement, on ne parle pas de social, on ne parle pas de sociétal, on ne parle pas de culturel, on ne parle pas d'économique. Cela est très fondamental dans les constats. Maintenant, dans le cadre actuel, j'en appelais à la sincérité, à la franchise et à la bonne volonté et la bonne foi des acteurs politiques. On a vu la nomination de Fodé Bangoura, que je n'ai pas pratiqué en tant qu'être humain, c'est vrai. Mais si vous me permettez le terme, je trouve cette nomination un peu superfétatoire. Ok. Un peu, c'est-à-dire un peu superflu. D'autant plus que il y a la Constitution déjà qui a dévolu déjà cette tâche au Premier ministre. On nomme un secrétaire permanent. Au-delà de cette question superfétatoire, je pense aussi qu'il y a là-dedans un certain délit d'initié. Ce n'était pas dans la classe politique qu'on aurait dû chercher quelqu'un pour venir. Un dialogue, c'est une médiation. Pour venir à la médiation et faire asseoir les gens autour d'une table. Qu'on le veuille ou pas, Fodé Bangoura a été à un moment donné, ou jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, un acteur politique majeur dans notre nation. Évidemment. Fodé Bangoura a eu à avoir des alliances avec les partis politiques, tout comme il a eu à avoir des mésalliances avec les partis politiques. Donc, quoi qu'on dise, on ne peut pas prendre une partie du problème pour chercher la solution. Je pense que le président aurait dû réfléchir à est-ce que vous ne croyez pas que plus consensuel, parce que la recherche du consensus, si je me réfère, on a un philosophe ici, un philosophe camerounais, Jean-Godefroy Bidima, qui disait qu'on ne peut obtenir le consensus qu'en ayant exorcisé le dissensus. Partout où il y a consensus, c'est que la recherche du consensus, c'est qu'il y a eu dissensus. Évidemment. Or, le dissensus fondamental en Guinée, aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est quoi? C'est d'abord le contexte nauséabond que nous sommes en train de vivre actuellement, où les Guinéens se regardent en chien de faïence, où il y a certains Guinéens qui sont retenus contre leur gré sous forme, le mot va être fort, mais sous forme d'otage politique. Sous forme d'otage politique. J'avais dit ici dans le même studio au président de la République, il y a de cela une année, je l'en conjurais de fils à père pour qu'il y ait dégel dans notre pays, pour qu'il y ait détente dans notre pays, pour qu'il y ait un apaisement sincère dans notre pays, qu'il puisse libérer les otages politiques. Parce qu'on ne peut pas, négocier dans le Far West américain, c'est connu. On ne peut pas négocier lorsqu'on a le bout du fusil sur la table. Vous pensez que c'est une prise d'otage? Lorsqu'on a le bout du fusil sur la table, on ne peut pas négocier. Vous pensez que c'est une prise d'otage? Justement, vous avez des acteurs majeurs de l'opposition qui se trouvent être privés de leur liberté. Je pense notamment à Ousmane Gawal. Je pense notamment à Selou Baldé. Je pense notamment à Fonike Mengue. Je pense notamment à Suleiman Kondé. Je pense notamment à Chérif Ba. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, certainement. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, fondamentalement. Mais je me battrai pour qu'ils recouvrent leur liberté et qu'ils soient autour de la table. Il ne peut pas y avoir un dialogue sincère sans ces acteurs politiques. D'accord, et moi j'ai... Pourquoi vous les appelez otages politiques? Parce que le mot est fort quand même. Le mot est fort. Pourquoi je les appelle otages politiques? Figurez-vous que nous sommes dans un état de droit. Il est très beau
de clouer au pilori les rapports du secrétariat d'État américain ou le rapport d'Amnesty International ou des ONG, c'est très facile. Un ministre peut s'asseoir dans son bureau et faire un contre-rapport. Ça, c'est mon propos n'est pas à ce niveau. Mon propos est à un seul niveau. Depuis près de 8 mois, des Guinéens, et non des moindres, des leaders d'opinion, des leaders politiques, sont privés de leur liberté. Et depuis 8 mois, nous sommes incapables de sortir la moindre preuve, le moindre début de preuve. Nous sommes incapables de sortir les moindres charges à leur encontre. S'il y a des Guinéens qui sont en porte-à-faux avec la loi, que la justice table sur leur sort et que la justice les condamne. Vous pensez que c'est des innocents qui sont en prison? S'il y a des Guinéens, je vous dis, on ne peut pas faire 8 mois en prison sans être situé simplement sur les charges. Pour le cas des charges, le procureur a fait une sortie. On parle de détention illégale d'armes, on parle de troubles à l'ordre public. Je vous rétorquerai tout de suite. Qu'est-ce qui empêche donc la justice? Qu'est-ce qui empêche la justice de passer? Les charges sont vous savez, l'objectif d'un dialogue qu'on appelle en Afrique terre à terre une palabre. L'objectif d'une palabre en Afrique, c'est de rechercher l'harmonie et l'unité entre les composantes d'une société. C'est ça l'objectif. Tout ce qui peut concourir donc à effriter cette unité-là et ce consensus entre les composantes d'une société, il faut l'éviter. 8 mois de détention d'un acteur politique majeur. Si vous demandez aujourd'hui à l'UFDG de venir autour de la table, qui viendra? Bien. Alors, qui viendra? Répondez-moi, qui viendra? Vous n'allez pas demander au pauvre seul de venir s'asseoir sans ses lieutenants? Qui viendra? Fodéoussou, entre-temps, a des problèmes médicaux, il est incapable de sortir du pays. Je ne suis pas d'accord avec ce que l'UFDG fait, je ne suis pas d'accord avec ce que l'UFDG dit, mais je me battrai pour qu'ils aient le droit de le faire. Monsieur Voltaire, je me battrai pour qu'ils aient le droit de le faire. Monsieur Voltaire, ok. Monsieur Sia Kabari, président de MPDG, il est notre invité ce matin. Allez-y, Moussa. Alors, otage, détenu politique pris en otage, ça veut dire qu'il y a un preneur d'otage. Le preneur d'otage, c'est votre père spirituel? C'est l'État. Vous savez, je suis venu aujourd'hui très remonté. Allez-y. C'est dans votre studio ici que j'ai plaidé la cause de ces acteurs politiques. Ouais. Et c'est dans votre studio ici que j'ai eu les 2 mains au dos pour demander au président de la République, pour l'intérêt supérieur de la nation, mais pour son intérêt personnel à lui-même, président Alpha Condé, de libérer ceux-là aujourd'hui qui sont à sa place comme otage politique, parce que lui-même, un certain décembre de 1998 a été un otage politique. Il a été otage de 1998 à 2001. Le président Alpha Condé doit savoir ce qu'on appelle un otage politique. Le président Alpha Condé a dit la dernière fois qu'il ne reconnaît pas qu'il y ait des prisonniers politiques en Guinée. J'ai cru entendre Lansana Conté en 2000 lorsqu'il disait que le président Alpha Condé aussi n'était pas un prisonnier politique. L'histoire est têtue. Lorsque Jacques Chirac venait demander ici la libération du président Alpha Condé, le président Lansana Conté s'évertuait à démontrer qu'Alpha Condé n'était pas un prisonnier politique. Aujourd'hui, le même Alpha Condé s'évertue à démontrer qu'un Fonike Mengue n'est pas prisonnier politique, qu'un Ousmane Gawal n'est pas prisonnier politique. Je me dis, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ce qui a changé, c'est que le président Alpha Condé, c'est lui qui est là aujourd'hui. Le président Alpha Condé, ce n'est plus l'opposant Alpha Condé qui est là. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre jour chez vos confrères que le président Alpha Condé est sur le point de trahir l'opposant Alpha Condé. Bien. Allez-y, Moussa. Le président Alpha Condé ne parle plus à l'opposant Alpha Condé. Il ne se parle pas. Maintenant, face à ces prises d'otages, quand même, il y a beaucoup d'otages en prison à la maison centrale. Mais qu'est-ce que vous faites en tant qu'opposition? Il y a que le pouvoir a trouvé en vous les failles qu'il fallait pour installer, je pense, pour étendre ces tentacules de division, pour couper rapidement l'herbe sous vos pieds et faire de telle sorte que vous ne puissiez pas jouir de toute votre force. Aujourd'hui, l'opposition n'existe pas. Mais maintenant, n'existe pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour qu'il y ait au moins cette union et qu'ensemble vous puissiez d'une seule voix défendre vos intérêts communs? L'opposition peut ne pas exister. Le président Alpha Condé a dit que dans 3 ans, qu'il n'y aura plus d'opposition en Guinée. Il a réussi? Il est en voie, en tout cas il est en train de tenter, ce qui n'est pas bien pour lui. Encore une fois, moi je ne suis pas, écoutez, je ne suis pas dans le normatif, je suis dans le positif. Le normatif, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est... Le positif, c'est ce qui est là. C'est le concret là. Moi je ne suis pas dans le normatif.
Le positif, c'est quoi? Ce que je suis en train de décrire aujourd'hui, c'est que le président Alpha Condé s'évertue. Il s'efforce effectivement à asphyxier cette opposition, à mettre cette opposition à terre et à ne plus avoir en face de lui une opposition. Dans ces conditions, on aura affaire à un parti-État. Et le parti-État donne lieu à quoi? À une pensée unique du maître à penser. Ouais. Et donc, si le président Alpha Condé pense qu'il est mieux, il est très bien dans une peau d'un maître à penser, avec une pensée unique, en mettant à la tête de la Guinée un parti-État, il n'y a pas de souci. Dans ces conditions, que le président Alpha Condé ose me regarder dans les yeux, moi, jeune loup qui a eu à croire en lui, à qui il avait dit, à qui il avait promis d'être le Mandela et l'Obama pour dire je ne suis plus le Mandela, je suis maintenant Bokassa, je suis Idi Amin Dada ou si vous voulez je suis Mugabe ou Mobutu. D'accord. Voilà. Et justement à vous écouter sur le profil de M. Fodé Bangora, vous avez émis des réserves sur son profil. Est-ce que vous pensez que le choix de Fodé Bangora peut être vu comme une façon de dire à la communauté internationale je veux dialoguer, mais qu'à derrière qu'il n'y ait pas une réelle volonté de la part du chef de l'État? Chez mon père, spirituel bien sûr, et entre griffes, tout est ruse. Tout est ruse politique. Je vais dire à mon père, à un moment donné, arrêtons avec la ruse. À un moment donné, voyons la nation en face. Et si nous pouvons décerner des palmes ou des lauriers de politiciens le plus rusé, nous lui avons décerné cela depuis longtemps. Il est plus rusé que nous. C'est bon. Il est plus rusé que nous. Il est plus stratège que nous. C'est bon. Mais à un moment donné, regardons la Guinée maintenant. Nous l'avons applaudi. Les grandes gueules. Papa, vous êtes rusé. Papa, vous êtes le plus grand stratège politique. Vous reconnaissez qu'il est fort. Mais papa, prenez cette ruse-là, prenez ces stratégies politiques, mettez-les vraiment au service de la nation. Mettez-les surtout au service de l'unité nationale. Mettez-les au service du vivre en commun. Mettez-les au service de la cohésion sociale. Voilà tout ce que je demande aujourd'hui au président Alpha Condé. Vous dites papa, nous ne sommes pas dans un concours de rusés, de savoir qui peut poser des lapins à qui. Le président Alpha Condé nous a posé assez de lapins. Ça va. Allons maintenant. Maintenant, allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est la patrie. L'essentiel aujourd'hui, c'est de sauver cette unité nationale, cette cohésion sociale. Et pour ce faire, il ne faut pas cette dose de ruse qu'il a. Il faut maintenant beaucoup de doses de patriotisme, beaucoup de doses de consensus et surtout de sincérité. Beaucoup de doses même s'il n'y a pas de sincérité. Vous savez, monsieur Siaka, je vais poser la question économique. Siaka l'a éludé, mais je ne vais pas le lâcher là-dessus. Je voudrais juste, excuse-moi, Moussa Moïse. Siaka, moi j'ai l'impression, puisqu'on parle de concours, j'ai l'impression que vous faites un concours du fils le plus le plus impétueux, le concours du fils le plus de celui non mais j'ai l'impression que vous êtes dans un concours permanent de beauté, hein, je suis le fils. Je peux finir ma question. Je peux finir ma question. Merci Lamine. Donc j'ai l'impression en vous écoutant que vous êtes dans attendez, vous êtes dans cette posture là. Le révolutionnaire que vous êtes, et vous connaissez très bien la révolution et les systèmes révolutionnaires, moi je m'attendais non pas à le voir dans les stations de radio avec le verbe haut qui est le vôtre, mais dans la rue, en train d'aller demander à justement au rusé Alpha Condé, à l'homme qui aime les rapports de force, justement je vous attendais dans la rue à aller devant la maison centrale demander, si ce n'est la libération de ces prisonniers ou de ces otages politiques comme vous dites, leur amélioration de vie. Or là ça ne fait pas avant. Attendez, je finis bien. Ça fait une heure que vous êtes. Je finis. Or là on vous voit. Nous ne sommes pas dans la rue, nous sommes dans le studio. Non, j'ai pas fini. Ne parlez pas à ma place. Merci. Ahmed. Non, ne parlez pas à ma place. Merci. Donc, on vous voit, même pas dans le studio. On ne vous entend pas, sauf à certaines occasions. Et moi, ma déception, elle est grande parce que vous vous revendiquez Ahmed, révolutionnaire. Merci. Avant lui, quelqu'un l'a dit. Ça se résume votre question au fait de dire que pourquoi nous ne sommes pas dans la rue. Nous sommes dans les studios. Que vous êtes un révolutionnaire de page. Exactement. Encore une fois, je vais vous le dire. Un révolutionnaire de page. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas été discourtois ce soir. Non. Je vais vous étonner. Allez-y. Je ne crois pas qu'aujourd'hui notre place soit dans la rue. D'accord. Très honnêtement. C'est pour cela qu'avec mes pairs du FNDC, j'ai eu maille à partir en février 2020. Je leur ai dit concilier la rue aux instances institutionnelles.
Révolutionnaire. Voilà, c'est un peu incongru quand même. Non, c'était pas stratège de leur part, justement. Non, je parle de vous. Le président M. Touré a parlé de la stratégie de la révolution. Oui. La révolution, c'est la stratégie. Staline. Moi, je suis dans une stratégie. Trotsky, c'est Staline la aussi. rue, il faut faire recours à la rue quand il faut. Il faut faire recours aussi au discours quand il faut. Bien. Ceci dit, pourquoi nous ne sommes pas dans la rue? Juste. Aujourd'hui, je me pose une question. Monsieur- Aller dans la rue aujourd'hui ajoute Monsieur du Barry. feu à l'huile et de l'huile au feu, je veux dire de l'huile au feu, ou bien ça ajoute à l'apaisement social. Donnez-moi 30 secondes. Malheureusement, on ne peut plus manifester sans qu'il y ait des morts. Bien. Et vous pensez que la révolution rime obligatoirement avec le sang? Voilà un peu un préjugé que vous avez sur la révolution. Bien. La révolution ne rime pas avec le Monsieur sang. Barry, donnez-moi 30 Bien secondes. que le bonnet que je porte soit rouge, la révolution n'est pas obligatoirement le sang. Bien. La rue peut résoudre certaines questions. Monsieur Barry, je reviens dans 30 secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.